Il y a une scène en novembre 2025 qui résume à elle seule le vertige du monde contemporain. Donald Trump, le président des États-Unis, reçoit à la Maison-Blanche un homme qui s'appelait autrefois Abu Mohamed al-Joulani. Cet homme a combattu en Irak aux côtés d'Al-Qaïda dans les années 2000. Il a fondé un émirat islamique à Idlib, en Syrie, gouverné selon la charia. Il dirigeait une organisation classée terroriste par les États-Unis et l'Union européenne jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, il s'appelle Ahmed al-Shara. Il est le président de transition de la République arabe syrienne. Trump le couvre d'éloges. L'Union européenne lève les sanctions contre la Syrie. Ursula von der Leyen se rend à Damas. Et cet homme, cet ancien djihadiste, dirige la reconstruction d'un pays de 22 millions d'habitants après 14 ans de guerre civile. Comment est-ce possible ? Est-ce une transformation sincère ou la dissimulation la plus spectaculaire de l'histoire récente ? Et surtout, que se passe-t-il vraiment en Syrie aujourd'hui, un an après la chute d'Assad ? Je suis le professeur Alexandre Delmas, et dans cette vidéo, nous allons décrypter ce que la Syrie post-Assad révèle sur les recompositions géopolitiques du Moyen-Orient et sur notre capacité à lire correctement les transformations politiques les plus déstabilisantes. Pour comprendre ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, il faut comprendre la trajectoire de cet homme. Elle est, analytiquement, l'une des plus fascinantes et des plus troublantes de la géopolitique contemporaine. Ahmed al-Shara est né en 1982 à Riyad, en Arabie Saoudite, dans une famille syrienne. Il grandit entre la Syrie et l'Arabie. En 2003, quand George W. Bush déclare la guerre à l'Irak, le jeune Shara, 21 ans, décide de rejoindre la résistance. Il traverse la frontière vers l'Irak et s'engage aux côtés d'Al-Qaïda en Irak, le groupe dirigé par Abu Musab al-Zarqawi, qui deviendra plus tard l'État islamique. Il est arrêté, emprisonné plusieurs années dans des prisons américaines et irakiennes. Et à sa sortie, il rentre en Syrie au moment où la guerre civile commence, en 2011. En 2012, il fonde Jabhat al-Nusra, le Front al-Nosra, une branche syrienne d'Al-Qaïda. Le groupe devient rapidement l'une des forces rebelles les plus efficaces contre le régime Assad, et aussi l'une des plus redoutées. Son idéologie est rigoriste, son administration des zones contrôlées est stricte. En 2016, et c'est le tournant décisif, al-Shara rompt officiellement avec Al-Qaïda. Ce n'est pas une décision idéologique spontanée. C'est une décision stratégique. L'affiliation à Al-Qaïda est devenue un boulet diplomatique qui empêche toute reconnaissance internationale et tout soutien occidental. En se séparant d'Al-Qaïda, al-Shara ouvre la porte à une nouvelle phase. En 2017, il fonde Hayat Tahrir al-Sham, HTC, une coalition de groupes rebelles dont il prend la tête. Et il commence une transformation de gouvernance à Idlib, la province du nord-ouest syrienne qu'il contrôle, création de tribunaux, de services publics, d'une administration civile. Une tentative de prouver qu'il peut gouverner, pas seulement combattre. En novembre 2024, il lance l'offensive qui va tout changer. Le 27 novembre 2024, les forces du HTC quittent leurs positions à Idlib et avancent vers Alep, la deuxième ville de Syrie, tenue par le régime depuis 2016. En moins de 4 jours, Alep tombe. L'armée syrienne s'effondre. Les soldats désertent. Les chars abandonnés sont laissés sur les routes. La vitesse de l'offensive stupéfie tout le monde, y compris les analystes qui suivaient la Syrie depuis des années. L'armée d'Assad, soutenue pendant des années par l'Iran et la Russie, est devenue une coquille vide. Les soldats iraniens des gardiens de la Révolution, présents en Syrie depuis 2012, se retirent précipitamment. Les Russes, occupés en Ukraine, n'ont pas les moyens de sauver leurs alliés. Le 8 décembre 2024, Damas tombe. Assad fuit en Russie. Al-Shara entre dans la grande mosquée des Omeyyades, l'un des lieux les plus symboliques de l'islam sunnite, et prononce un discours d'unité nationale. Il a troqué le treillis militaire pour un costume cravate. Un an après la chute d'Assad, en décembre 2025, puis au-delà, la Syrie est en transition. Et cette transition est, analytiquement, un cas d'étude fascinant sur les contradictions du pouvoir en temps de reconstruction. Al-Shara a opéré des ruptures spectaculaires avec l'ère Assad. La rupture avec l'Iran d'abord, la Syrie d'Assad était le pivot de l'axe de la résistance. La coalition Iran-Hezbollah-Hamas. Al-Shara coupe ses liens. La Syrie n'est plus un territoire de transit pour les armes iraniennes vers le Liban. L'influence de Téhéran à Damas s'effondre. La rupture avec la Russie ensuite, Assad avait offert à Poutine des bases navales et aériennes en échange de son soutien militaire. Al-Shara remet en question ces accords. La Syrie déclare vouloir développer un partenariat stratégique avec l'Ukraine, un signal diplomatique fort à l'attention de Moscou. L'ouverture vers l'Occident. En quelques mois, les ministres des Affaires étrangères français,
allemand et d'une vingtaine d'autres pays se rendent à Damas. Ursula von der Leyen y est reçue en janvier 2026. Les sanctions occidentales contre la Syrie sont progressivement levées. En mars 2025, une constitution provisoire est adoptée. Des premières élections parlementaires se tiennent en octobre 2025. Al-Shara'a se réserve le droit de nommer un tiers des parlementaires. Malgré des promesses d'ouverture à l'égard des différentes sensibilités politiques, le gouvernement reste étroitement contrôlé par les anciens cadres de HTS, tous les postes régaliens étant occupés par le mouvement islamiste. Les minorités, alaouites, chrétiens, druzes, kurdes, observent la transition avec une anxiété légitime. Al-Shara'a a fait des déclarations rassurantes. Mais les actes concrets de protection des minorités sont encore insuffisants pour dissiper toutes les craintes. En juin 2026, une attaque contre une église de Damas place le service de renseignement syrien en état d'alerte, étant les relations avec les Kurdes des forces démocratiques syriennes. Et Israël, qui a profité du vide de pouvoir post-Assad pour occuper militairement des zones supplémentaires du territoire syrien, au-delà du Golan, n'a pas encore restitué ces zones. La médiation américaine entre Syrie et Israël pour un accord de désengagement reste incertaine. Al-Shara'a se rend à Paris, il rencontre Emmanuel Macron à l'Élysée, il s'exprime en français, il a appris la langue pendant ses années de gouvernance à Idlib où des ONG francophones opéraient. La scène est surréaliste, l'ancien chef du front Al-Nosra dans le bureau présidentiel français, discutant de reconstruction et de coopération économique. Pour certains observateurs, c'est la preuve d'une transformation sincère. Pour d'autres, c'est la maîtrise parfaite des codes diplomatiques occidentaux par un homme qui n'a pas fondamentalement changé ses convictions, mais qui a appris à les dissimuler. L'Institut Montaigne résume le dilemme en une formule « Al-Shara'a incarne l'islamisme pragmatique, voire technocratique, enraciné dans le cadre national ». Est-ce une transformation idéologique réelle ou un voile sur des ambitions inchangées ? La réponse, honnêtement, est que nous ne le savons pas encore. Au-delà de la question d'Al-Shara'a lui-même, la Syrie post-Assad est le terrain de jeu de plusieurs dynamiques géopolitiques majeures. La Banque mondiale a estimé le coût de la reconstruction de la Syrie à 216 milliards de dollars. C'est un chiffre vertigineux pour un pays qui sort de 14 ans de guerre, dont les infrastructures sont en ruine, dont une grande partie de la population est soit déplacée, soit réfugiée à l'étranger. Al-Shara'a a fait de la reconstruction sa priorité absolue. Pour financer ce chantier titanesque, il se tourne vers les monarchies du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis et vers les États-Unis. Son premier voyage international le conduit en Arabie Saoudite en février 2025. Son voyage à Washington en novembre 2025 conclut des accords d'investissement. La levée des sanctions occidentales est une condition sine qua non pour que la reconstruction puisse démarrer, et Al-Shara'a l'a obtenue au prix de garanties sur le traitement des minorités et sur la nature du régime de transition. Les Kurdes des forces démocratiques syriennes, les FDS alliés des États-Unis dans la lutte contre l'État islamique, contrôlent le nord-est de la Syrie, une région riche en pétrole. Ils ont construit depuis 2012 une administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, l'AANES, une quasi-entité politique avec ses propres institutions. Al-Shara'a veut réunifier la Syrie sous son autorité. Il ne peut pas accepter une enclave kurde autonome dans un pays qu'il veut gouverner. En janvier 2026, après une offensive éclair, il prend le contrôle militaire du nord-est syrien. Un accord précaire est signé fin janvier, mais que les Kurdes considèrent comme imposé, pas négocié. La question kurde en Syrie n'est pas résolue, elle est gelée, et elle peut se rouvrir à tout moment. Depuis la chute d'Assad, Israël a étendu sa présence militaire dans le sud de la Syrie, au-delà de la zone du Golan qu'il occupe depuis 1967. Des forces israéliennes se sont avancées jusqu'à une cinquantaine de kilomètres de Damas. La médiation américaine tente de négocier un accord. La Syrie accepterait de limiter sa présence militaire dans les zones méridionales. En échange, Israël se retirerait des territoires occupés depuis décembre 2024. Un tel accord n'irait pas au-delà d'un retour au statu quo de 1974, mais dans des conditions moins favorables à Damas. Tant que cet accord n'est pas conclu, la frontière sud de la Syrie reste une zone de tension potentielle. La Syrie a produit l'une des plus grandes crises de réfugiés du monde depuis 2011. Entre 6 et 7 millions de Syriens sont encore à l'étranger, au Liban, en Turquie, en Jordanie et en Europe. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas accueillent des centaines de milliers de Syriens. La question du retour est cruciale pour deux raisons.
D'abord parce que les réfugiés représentent une richesse humaine dont la Syrie a besoin pour sa reconstruction. Ensuite parce que les pays d'accueil, notamment en Europe, ont des intérêts politiques à faciliter les retours dans un contexte de pression migratoire croissante. Mais le retour n'est possible que si la sécurité est garantie pour toutes les communautés. Et cette garantie n'existe pas encore de façon crédible. Je veux maintenant vous livrer une analyse honnête de la question qui structure toute la lecture de la Syrie post-Assad. Al-Chara'a est-il sincèrement transformé ou joue-t-il un rôle? Voici les deux lectures en présence présentées avec leurs arguments respectifs. Al-Chara'a a rompu avec Al-Qaïda en 2016, une décision coûteuse sur le plan idéologique. Il a construit à Idlib une administration fonctionnelle. Il a maintenu l'ordre, développé des services publics, négocié avec des ONG internationales. Quand il arrive au pouvoir à Damas, il choisit la modération dans ses discours, protège les ambassades, évite les représailles contre les minorités dans un premier temps. Il voyage en Occident, accepte des conditions sur la gouvernance. Ce comportement cohérent sur plusieurs années suggère une transformation stratégique sincère, même si l'idéologie islamiste de fond n'a pas disparu. Al-Chara'a est un stratège remarquable, formé par des années de guérilla et de gouvernance informelle. Sa rupture avec Al-Qaïda était stratégique, pas idéologique. Sa modération de façade vise à obtenir des soutiens internationaux, financement de la reconstruction, levée des sanctions. Une fois consolidé au pouvoir et à la tête d'une Syrie reconstruite, il n'y aura plus de raison externe de maintenir la modération. Tous les postes clés sont occupés par des anciens des HTS. La constitution provisoire est rédigée sous son contrôle. Les Kurdes ont été soumis par la force. La Syrie pourrait, dans 5 à 10 ans, ressembler à un État islamiste modéré à la turque, ou à quelque chose de plus sombre. Honnêtement, nous ne savons pas encore. Les deux lectures sont intellectuellement défendables. L'histoire nous apprend que des révolutionnaires ont parfois fait des démocrates, et que des démocrates apparents ont parfois révélé des tyrans en puissance. Ce que nous pouvons observer avec certitude, le comportement d'Al-Chara'a depuis décembre 2024 est significativement plus modéré que ce qu'aurait laissé présager son passé. Les indicateurs à surveiller dans les 2 prochaines années, le traitement des minorités, la liberté de presse, les droits des femmes et surtout l'évolution de la constitution définitive qui dira si Al-Chara'a construit un état de droit ou consolide un pouvoir personnel islamiste. Elle s'appelle Mireille. Elle est professeure de littérature française à l'université de Damas. Chrétienne de tradition, elle a vécu toute sa vie dans la capitale. Pendant les années Assad, le régime protégeait les minorités, de façon cynique pour se présenter en rempart contre l'islamisme, mais les protégeait réellement. Quand Assad est tombé, j'ai eu peur, dit-elle. Pas de vengeance immédiate, peur de ce qui allait suivre. Et puis Al-Chara'a a parlé à la mosquée des Omeyyades, et les mots étaient ceux d'un homme d'État, pas d'un djihadiste. Est-ce que je lui fais confiance? Non. Est-ce que j'espère? Oui. Ce sont 2 choses différentes. Cette nuance, entre espoir et confiance, résume peut-être mieux que toute analyse ce que les Syriens vivent depuis décembre 2024. Des millions de Syriens vivent en Europe, en Allemagne, en France, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique. La question de leur retour, ou de leur intégration définitive, est l'un des sujets politiques les plus sensibles en Europe occidentale. Ce qui se passe à Damas détermine directement cette question. La Syrie est au cœur d'une région dont la stabilité ou l'instabilité impacte directement l'Europe. Migration, terrorisme, prix de l'énergie. Une Syrie qui se stabilise sous un gouvernement fonctionnel est un facteur de stabilisation régionale. Une Syrie qui bascule vers un État islamique radical ou un État failli serait un facteur de déstabilisation majeure. La trajectoire d'Al-Chara'a pose une question fondamentale que les démocraties libérales peinent à trancher. Peut-on négocier avec des mouvements islamistes, intégrer leur leadership dans des processus de reconstruction, sans valider leur idéologie et sans risquer de créer les conditions d'un futur autoritarisme islamiste? Il n'y a pas de réponse simple, mais c'est la question que pose concrètement la Syrie post-Assad. Scénario 1, la transition démocratique réelle, Al-Chara'a tient ses promesses sur les minorités, la presse, les droits civiques. La constitution définitive garantit un pluralisme réel. Les réfugiés rentrent, la reconstruction avance. La Syrie devient, d'ici 5 à 10 ans, une démocratie fragile mais fonctionnelle, à l'image de la Tunisie post-Ben Ali, avant le recul de 2021. Probabilité possible, mais nécessite que toutes les conditions se réunissent. Scénario 2, l'islamisme modéré consolidé,
Al-Shara'a maintient la façade démocratique tout en concentrant progressivement le pouvoir. La Syrie ressemble à terme à un État semi-autoritaire à dominante islamiste, comparable à la Turquie d'Erdogan. Stable, mais pas libéral, et avec des zones d'ombre persistantes sur les minorités et les opposants. Scénario 3, la fragmentation, les tensions entre Al-Shara'a et les Kurdes, entre le pouvoir central et les factions rebelles qui ont combattu Assad mais ne reconnaissent pas l'autorité du HTC, entre les communautés religieuses, ces tensions s'aggravent. La Syrie ne parvient pas à s'unifier. La reconstruction ne démarre pas. Et dans ce vide, d'autres acteurs, États islamiques résurgents, milices régionales, comblent l'espace. Voici ce que la Syrie post-Assad nous dit sur le monde contemporain. Que les catégories binaires, djihadistes/démocrates, alliés/ennemis, modérés/extrémistes, ne suffisent plus à lire la réalité géopolitique. Al-Shara'a défie toutes ces catégories, et c'est précisément ça qui le rend fascinant et inquiétant. Que la reconstruction d'un pays après une guerre aussi longue est un processus lent, coûteux, incertain, qui peut échouer à de nombreux moments. 14 ans de guerre ont détruit non seulement les infrastructures, mais aussi les institutions, la confiance sociale, la cohésion nationale. Reconstruire tout cela prend une génération, pas quelques mois. Et que la diplomatie, même imparfaite, même avec des interlocuteurs dont nous ne partageons pas les valeurs, reste préférable à l'isolement et à l'abandon. La Syrie livrée à elle-même après la chute d'Assad aurait pu basculer dans le chaos. Le choix d'engager Al-Shara'a, en posant des conditions, est peut-être le moins mauvais des choix disponibles. L'histoire dira si Al-Shara'a est un homme d'État ou un stratège qui a trompé le monde. Pour l'instant, nous observons et nous essayons de comprendre, sans naïveté, sans diabolisation. Je suis le professeur Alexandre Delmas. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, partagez-la. Et dites-moi en commentaire, faites-vous confiance à Ahmed Al-Shara'a? Est-ce que vous pensez que sa transformation est sincère? À très bientôt.